Bonjour, nous allons vous présenter notre projet d'ingénierie multisite. Donc, il s'agit d'une expérience de quantique autour des sources de photons uniques. Donc, l'objectif était de prouver qu'une source de photons unique émettait bien des photons uniques. Pour cela, nous avons emprunté une expérience à l'ENS Cachan, expérience qui repose sur les travaux de Philippe Grangier. Donc, le but était de comprendre un peu la théorie autour de cette expérience et de l'améliorer pour en faire un travaux pratique de 3e année à l'Institut d'optique. Nous allons vous présenter notre travail réalisé pendant ces semaines de projet. Donc, tout d'abord, nous reviendrons sur la théorie, le principe de la mesure, le protocole. Ensuite, nous expliquerons les différentes manips que nous avons réalisées, en présentant les composants et le montage dans sa globalité. Et enfin, nous reviendrons sur les résultats que nous avons obtenus, les limites de notre travail et donc ce qu'il faudrait faire à l'avenir pour améliorer encore l'expérience et en faire un TP pour l'Institut d'optique. Le principe de la mesure repose sur le fait que si un photon unique arrive sur une lame semi-réfléchissante, alors il n'y a que deux possibilités pour ce photon unique. Soit il est réfléchi, soit il est transmis. Il n'y a pas d'autre possibilité. Il ne peut pas être réfléchi et transmis en même temps. Contrairement à un faisceau de photons qui lui serait réfléchi à 50% et transmis à 50%, si on prend une lame semi-réfléchissante 50-50. Et donc nous allons exploiter cette propriété du photon unique et placer en fait deux détecteurs, un sur chaque sortie. Ainsi, si un photon unique parvient sur la lame semi-réfléchissante, il sera détecté par un détecteur, un seul détecteur, il n'y aura pas de coïncidence. Et donc c'est ce qu'on va essayer de mesurer en fait. Et c'est représenté mathématiquement par une fonction qui s'appelle la fonction d'autocorrélation du second ordre et qui doit valoir 0 en 0. Le principe de la mesure repose sur le... Ici, je vais vous présenter le matériel utilisé dans notre expérience. Premièrement, nous avons une source laser qui peut émettre avec une puissance de 50 000 watts et une longueur d'onde centrale de 532 nanomètres. On utilise une lame demi-onde et un cube séparateur de polarisation pour moduler la puissance du laser. Après cela, nous avons eu l'agrandisseur de faisceau pour nous aider à coupler le laser à notre première fibre. Cette fibre permet de guider le faisceau laser jusqu'à l'échantillon. Le miroir du quark permet de réfléchir le laser d'une part et de transmettre la fluorescence en provenance de l'échantillon d'autre part. Un objectif est utilisé pour focaliser le laser sur des centres NV. La fluorescence en sortie du miroir du quark est injectée dans une fibre associée à un découpleur branché sur les deux épidis. Notre source de photons uniques sont des nanodiamants présentant des centres NV. Les défauts ponctuels d'un diamant permettent l'absorption autour de 532 nanomètres et l'émission autour de 680 nanomètres. Chaque centre NV émet qu'une seule photon chaque fois. C'est pour ça qu'il s'appelle la source de photons unique. Pour bien exciter notre échantillon, on a choisi la laser à 532 nanomètres et sa puissance est de la dizaine de milliwatts. En sortie du collimateur de la fibre monomode, le faisceau laser est assez grand en sorte qu'il recouvre la pupille de l'objectif pour avoir une tâche plus focalisée sur l'échantillon. L'objectif utilisé a une grande ouverture et a pour but de focaliser le faisceau entrant sur l'échantillon, puis de collecter le maximum de lumière en provenance de la source fluorescente.
Le système formé par le miroir dichroïque et d'un second miroir, précédant exactement l'objectif, permet d'aligner le faisceau afin de recouvrir et de cibler la pupille de l'objectif. La pupille de l'objectif ayant une taille de quelques millimètres de diamètre. Lorsque le laser pénètre bien l'objectif, il faut ensuite réussir à focaliser ce dernier sur l'échantillon. Pour ce faire, nous avons tout simplement posé l'échantillon sur une cale dotée d'un vernier et nous avons alors pu orienter l'échantillon selon X, Y et Z. Néanmoins, ce système reste assez peu précis, et ce qu'il reste à faire, mais qui n'a pu être fait à temps, est de faire ce réglage via une cale piézoélectrique, qui est contrôlée depuis une source de tension reliée à un ordinateur. Nous aurions pu alors contrôler le déplacement selon X, Y et Z avec une résolution de l'ordre du nanomètre, ce qui permettrait alors un balayage d'une zone de taille de l'ordre de la centaine de micromètres, c'est-à-dire la plage de balayage de la cale piezo. On pourrait alors constituer un histogramme en 2 dimensions de la lumière provenant de l'échantillon et repérer ainsi les zones fluorescentes. Donc je vais maintenant vous parler du dispositif avec la fibre monomode. Donc la fibre monomode permet de conduire le laser vert à 532 nanomètres jusqu'à l'échantillon. L'idée d'utiliser une fibre monomode est en fait de nettoyer les modes spatiaux du laser et d'obtenir en sortie un unique mode propre, donc avec une répartition uniforme de l'intensité. On peut l'observer à l'aide d'une simple lentille que l'on vient placer juste après le collimateur de sortie de la fibre monomode. Donc avant la fibre monomode, on va venir placer un agrandisseur de faisceau. Donc l'idée de ces derniers est en fait de pouvoir obtenir en sortie du collimateur d'entrée de la fibre monomode une tâche image plus petite et donc d'injecter plus facilement le faisceau laser à l'intérieur de la fibre monomode. Donc nous avons tout d'abord commencé par aligner les différents éléments avec un simple banc optique, mais ça ne suffisait pas pour injecter correctement le faisceau laser vert dans la fibre monomode, et donc nous avons opté pour un réglage à l'aide de 2 miroirs, donc M1 et M2 comme vous pouvez voir sur le schéma, donc sur la diapositive. Donc la procédure de réglage est la suivante. Donc on va utiliser le retour inverse de la lumière. Donc après avoir aligné l'ensemble des dispositifs optiques, on va placer un fiber checker, donc c'est un émetteur de faisceau laser en sortie de la fibre monomode, et on va jouer en fait sur les réglages des différents éléments optiques pour avoir un recouvrement spatial optimal entre le faisceau vert provenant du laser à 532 nanomètres et le faisceau rouge provenant du fiber checker. Une fois cette étape réalisée, on va rebrancher la fibre monomode sur le collimateur de sortie, et on devrait pouvoir obtenir un premier spot lumineux en sortie de la fibre monomode. Si ce n'est pas le cas, on recommence la procédure jusqu'à ce que ce soit le cas. On va ensuite venir optimiser la puissance de ce spot lumineux. Donc pour cela, on joue sur les réglages des différents éléments optiques, donc le miroir M1, le miroir M2 et l'agrandisseur de faisceau. Donc lorsque l'on joue sur le réglage du miroir M1 ou M2, il faut immédiatement jouer sur le réglage de l'autre miroir, car si on modifie, l'un des miroirs permet de modifier l'angle et l'autre la position du laser en entrée du collimateur. Et donc si on joue sur l'angle, il faut immédiatement pouvoir jouer sur la position du faisceau laser afin de pouvoir injecter correctement le laser dans la fibre monomode. Donc un autre dispositif qui peut être intéressant est en fait de remplacer l'agrandisseur de faisceau par un simple système afocal constitué de 2 lentilles dont le foyer objet de l'un est confondu avec le foyer image de l'autre. Et en fait, en jouant sur la position de la deuxième lentille, on va pouvoir modifier le point de focalisation en sortie du collimateur d'entrée de la fibre monomode. Et donc ça permet un troisième réglage qui permet d'ajuster la puissance du spot lumineux en sortie de la fibre monomode. Cependant, nous n'avons pas réussi à utiliser ce dispositif correctement durant les semaines de projet. Donc durant cette partie, ce qui est surtout important, c'est de penser à la sécurité. Donc il faut utiliser des lunettes de sécurité et il faut être vigilant lors des différentes manipulations. Et on doit aussi faire attention à ce que les connecteurs des collimateurs correspondent à la fibre, et utiliser si nécessaire un adaptateur PC à PC. Voilà. Donc je vais maintenant...
Lorsque les réglages précédents sont bien effectués, on va essayer de focaliser le spot de la fluorescence sur une fibre multimode qui a un cœur d'environ 50 micromètres de diamètre. Cette fibre sert de pinhole, c'est-à-dire qu'elle va venir récupérer les photons qui proviennent d'un point précis dans la focalisation du laser vert. C'est en fait le principe du microscope confocal. Lorsque le laser est bien focalisé dans la fibre multimode, on va couper le faisceau en deux parties via un coupleur 50-50 et ce coupleur 50-50 entre dans les APD qui sont fibrés. Les APD, c'est-à-dire les photodiodes à avalanche, sont utilisés pour détecter un très faible nombre de photons et c'est du matériel très coûteux auquel il faut faire très attention et ne pas les éclairer avec un flux supérieur à quelques dizaines de millions de photons par seconde. C'est pourquoi toutes les mesures doivent être réalisées dans le noir absolu, et c'est ce que nous avons fait. On utilise des draps noirs pour recouvrir les parties où il y a les APD, et on évite ainsi les flux de lumière parasites. Lorsque les réglages précédents le système d'APD permettant de prouver que la source de photons est unique n'a pas pu être mis en place dans les délais convenus. Néanmoins, nous avons pu observer la fluorescence en plaçant un spectroscope directement à la place de la fibre multimode. Pour bien repérer la fluorescence, nous avons focalisé le faisceau en jouant sur les verniers permettant d'orienter la cale sur laquelle est posé l'échantillon. Puis, on a observé les images parasites qui se forment sur les parties du système en désalignant un peu ou en séparant le faisceau et en projetant sur un mur comme observé dans la figure 11. Il faut alors réussir à trouver les graduations qui sont sur l'échantillon et essayer de se placer proche de celles-ci en alignant le système correctement, les centres NV étant placés autour des graduations. En essayant diverses positions autour de ces graduations, on peut réussir à observer un pic d'émission vers 680 nanomètres pour certaines positions. On peut alors affirmer qu'il s'agit de la fluorescence des centres NV. C'est ce que l'on voit sur la figure 12. Le Au cours de l'expérience PIMS, nous avons réalisé beaucoup de choses. Tout d'abord, nous avons appris les bases théoriques de la génération d'une seule source de lumière photonique et nous avons su la construire à l'aide d'équipements expérimentaux. De plus, au cours de l'expérience, nous avons maîtrisé certaines compétences requises par les chercheurs en optique, telles que l'ajustement de la collimation du laser, le couplage précis du laser dans la fibre optique. Et en équipe, nous avons appris à planifier et à gérer nos projets, surtout dans la sélection d'équipements expérimentaux. Nous savons maîtriser notre budget tout en répondant à nos exigences expérimentales. En même temps, nous avons des choses à faire. Nous devons connecter l'équipement optique de l'expérience avec un ordinateur pour utiliser l'ordinateur observer certains résultats. À cette fin, nous devons mettre en place une interface utilisateur sur l'ordinateur pour faciliter l'utilisation. Nous devons également savoir comment calculer le nombre de photons reçus par APD à l'aide d'un ordinateur. Et nous devons écrire le code pertinent pour calculer la fonction G2 et vérifier la propriété de photons uniques de la source de lumière. De plus, nous devons assembler l'équipement que nous avons acheté